السلام عليكم. إذا نواصل قراءة هذا الكتاب في ديكول نتاع فرانسوا دوبي سوسيولوجي الفرنسي اللي كيكتب في سوسيولوجيا التربية. Chapitre 2. Mépris et authenticité. Le lycée ne fabrique pas seulement des individus qui optimisent leurs intérêts et s'adaptent à moindre frais. Et cela pour une raison très simple. L'école est un lieu d'apprentissage où se transmettent une culture et des connaissances dont on peut penser qu'elles ne sont jamais strictement réduites à leur seule valeur d'échange sur le marché scolaire. Il est vrai que le lycée n'affiche plus de principes éducatifs à son fronton et qu'il faudrait aller chercher bien loin dans les archives des établissements les manifestes éducatifs pouvant nous informer explicitement sur le modèle culturel scolaire. Nous sommes à l'école dans un monde extrêmement sécularisé dont les valeurs sont tenues latentes et ne se manifestent que lors de diverses affaires comme celle du foulard islamique. Cependant, c'est en se plaçant toujours du point de vue de l'expérience des élèves que cette fonction éducative peut être appréhendée. Parce que le projet éducatif ne s'expose plus, parce que l'école n'est pas une institution organisée autour de quelques valeurs et principes fondamentaux, enfin parce qu'elle n'est pas un monastère mixte et laïque. La constitution d'un type de sujet social ne peut y être saisie que de manière indirecte. L'action de l'école en ce domaine s'accomplit comme involontairement, n'autorisant réellement ni l'adhésion enthousiaste, ni la vocation, ni la révolte. C'est ce qu'indiquent bien les élèves en soulignant sans cesse leur distance et le fait que les jeux culturels significatifs se déroulent dans les trous du système ou lors de rencontres perçues comme aléatoires avec des enseignants. Cette distance même et toutes les voies indirectes de la socialisation permettent de conclure que c'est bien de la constitution d'un individu qu'il s'agit, c'est-à-dire d'un sujet cherchant à être à sa propre référence parce qu'il n'est jamais adéquat au rôle qui lui est attribué et aux intérêts qui le définissent. Le mépris. Le thème du mépris omniprésent dans le discours des lycéens ne se réduit pas à la description d'un état des relations interindividuelles. Il nous oblige à introduire un raisonnement proche de celui de la théologie négative. Car s'ils ne peuvent se définir a priori positivement comme des sujets culturels, des élèves y parviennent négativement en se concevant comme des sujets détruits ou niés par le mépris. L'emprise de ce thème signifie au moins que l'expérience scolaire ne se contracte pas dans la seule adaptation, car ratée ou réussie, celle-ci les rend plus ou moins malheureux, étrangers à leur expérience. Le sentiment de mépris se présente de la manière suivante. Il y a celui attaché à la hiérarchie sélective, celui des enseignants qui rabaissent les élèves, puis celui qui exprime l'indifférence. La hiérarchie des établissements engendre souvent un sentiment de mépris, voire de honte. Les élèves des lycées professionnels, LP, parlent de l'enseignement normal pour désigner l'enseignement général et montrer ainsi qu'ils n'ignorent rien de la réputation attachée au LP. Il faut dire que ces lycéens ont souvent une longue expérience du mépris scolaire en raison des procédures de sélection négative qui les ont conduits dans l'enseignement professionnel. On a toujours été rabaissé. Dans les zones de contact entre plusieurs publics, ce sentiment est encore plus fort. Pensons au cas des lycéens préparant un brevet d'études professionnelles, BEP, des métiers de l'imprimerie. L'aristocratie des BEP, mais qui suivent quelques enseignements d'un grand lycée technique prestigieux, et sont de ce fait les élèves les plus mécontents de leur formation en raison de leur statut infâme au grand lycée. Dans les établissements populaires, les élèves savent bien que leur goût
et leurs loisirs, la télé et le top 50 sont méprisés par la culture scolaire. Elles sont même le symbole de l'anticulture et de l'abrutissement des masses. La hiérarchie des filières engendre une chaîne continue et subtile du mépris, puisque la plupart des élèves sont dans une filière inférieure dès lors qu'ils ne sont pas en section scientifique. Fouad, élève de première STG, Sciences et Technologies de la Gestion, d'adaptation, issu d'un LP, découvre le mépris alors qu'il se croyait en mobilité ascendante. Il quitte le sommet d'un système pour entrer dans le bas d'un autre. Chaque établissement possède ses filières et ses classes poubelles liées à la hiérarchie propre du lycée. Un enseignant décrit ses élèves comme des gens humiliés et blessés. Le prof, il n'aime pas les L2, section littéraire. Il nous l'a dit tout de suite, il ne voulait pas nous avoir. Le prof de philo, il nous méprise, il nous envoie des jets en rendant les copies. Dit un élève de STG, les L3, on est des moins que rien, les profs nous rabaissent, on est des moins que rien. Les élèves sont d'autant plus sensibles au mépris que pris dans un processus de sélection scolaire continu, leur groupe de référence reste largement scolaire. Même les élèves en mobilité sociale, présumés ascendantes, comme bien des nouveaux lycéens, se définissent selon les catégories scolaires qui les invalident. En effet, l'écart entre les deux cadres de comparaison fait toujours apparaître l'école comme particulièrement méprisante. Celui qui montre socialement peut se sentir scolairement rejeté. Vu qu'il n'ignore pas que sa position scolaire procède d'une sélection scolaire continue, les lycéens se vivent comme étant d'autant plus méprisés qu'il leur arrive de se percevoir comme méprisables. Les L2, on est considérés comme des nuls et des feignants. Les profs de sciences nous prennent pour des nuls, mais les S sont des grosses têtes. Les maths et le latin forment l'esprit. Avec la massification scolaire et la baisse de niveau qui en découle aux yeux de nombreux enseignants, les lycéens sont parfois stigmatisés comme une génération de mauvais élèves. Un enseignant déclare un groupe du lycée Michelet, un bon lycée pourtant que les gosses de seconde savent juste lire. Le groupe proteste, mais de toute évidence, ces images font partie du climat ambiant. Ces élèves appartiennent à la génération où le niveau a baissé. La prof, elle regrette l'ancien temps. Elle dit qu'on aura le bac, mais que c'est normal parce que le niveau du bac a tellement baissé. On est des élèves, on a tort. Elle est un prof à la raison. La chaîne du mépris affecte d'autant plus les lycéens qu'ils l'intériorisent et la relaient. C'est une sorte d'agression, dit une élève de L2. Il y a des S qui ne veulent pas s'approcher des L parce qu'ils se croient supérieurs. Les S, ils se voient déjà ingénieurs. L, ça veut dire les littéraires et S, les scientifiques. Les S, ils se voient déjà ingénieurs, ils se voient déjà en haut et ils nous voient déjà en bas. Pour les S, ça veut dire les scientifiques, nous les littéraires, on est de moins que rien. Il arrive aussi que les élèves aient l'impression que les filières nobles sont mieux traitées. Il y a une discrimination. En S, ils pètent plus haut que leur cul. On s'occupe d'eux, on les soigne. Il y a un mépris pour les élèves de STG. Les mauvais profs, ils les envoient en STG. Les L3 et les ES, sciences économiques et sociales, on ne s'intéresse pas à nous. Par contre, le lycée soigne ces petites terminales S. Mais la réaction à ce mépris engendre aussi du mépris
Peut-être justement parce que certains S les méprisent, les L, ça veut dire les littéraires, vont mépriser les scientifiques en disant que ce sont de pauvres malheureux bornés. D'une élève de S se vont à leur tour les élèves des élèves scientifiques disent leur gêne et se défendent. C'est parce qu'on est bon en maths qu'on peut tout faire. C'est vrai, c'est scandaleux qu'on va piquer la place des autres. Le mépris ne découle pas seulement d'une hiérarchie. Il informe aussi les relations sociales. Et celui des enseignants est le plus constamment décrit et dénoncé. À la différence du mépris engendré par la hiérarchie, dont peuvent se défendre les lycéens, ici il s'agit d'une expérience plus brutale et dont la constance dans les propos des groupes il faut l'avouer, surpris. On leur doit le respect et ils n'ont pas pour nous. La prof d'économie dit à un élève algérien: pourquoi tu poses cette question? Tu resteras ouvrier toute ta vie. Elle rabaisse les élèves, elle essaie de les écrouler, dit une élève de seconde à Villeneuve. Les profs sont assez autoritaires, ils font leurs cours pour eux-mêmes. Sans nous regarder, ils se moquent de nous quand on passe au tableau et qu'on se trompe. On se sent écrasé. Il faudrait qu'ils passent un diplôme de pédagogie, mais ça, l'inspecteur, il y peut rien, dit une fille de Villeneuve. Or, pour les élèves, la pédagogie n'est pas le fort de ces enseignants. Écoutez, vous êtes débiles, la pédagogie, moi je m'en fous, je m'en contrefous, aurait dit une professeure aux élèves de STG. Ça fait quand même réfléchir, commentent les lycéens. Il semble que ceux qui passent au tableau aient moins peur de ne pas savoir que d'être ridiculisés par les enseignants avec la plus ou moins grande complaisance de la classe. Parfois, l'agression est directe, comme le raconte une élève du lycée Flaubert. Pour ne pas parler que de la prof de maths, elle est arrivée au début de l'année. Elle a dit: d'abord, je sais que vous n'aimez pas les maths, mais ne vous inquiétez pas, moi je n'aime pas les L2. Elle nous a dit que les L, les littéraires, ça veut dire les littéraires, c'était des glandeurs, que c'était pas du tout ce qu'elle avait envie de faire, mais qu'elle était bien obligée. Quand elle nous a rendu notre premier contrôle, elle nous a dit: non seulement vous êtes antipathique, mais en plus vous êtes nul. L'humour grinçant des appréciations est souvent blessant. Quand le prof écrit sans commentaire, tu ne sais pas où te mettre. Il nous prend pour des demeurés, on n'a pas de vocabulaire, on n'a rien lu. Un des enseignants invité à rencontrer des élèves déclare au groupe: au début j'enseignais en L, ça veut dire la section littéraire. Puis avec l'ancienneté, j'ai été dépensé de ces classes. Les élèves de L ont beaucoup apprécié. Les élèves de L ont beaucoup apprécié. Il y a des profs envers qui on a un sentiment d'infériorité totale. Le prof de compta, par exemple, il va nous dire quelque chose, c'est tout juste s'il n'est pas dégoûté de nous le dire, raconte un élève de STG. Le mépris peut prendre des formes plus subtiles et plus profondes dans la relation pédagogique elle-même, indépendamment de toute manifestation explicite d'hostilité. Tout tourne autour de la question idiote, celle que l'élève n'aurait pas dû poser, parce que la bonne question doit surtout montrer que l'on a compris plus que l'essentiel. Alors se crée un jeu dans lequel l'enseignant demande que lui soit posé des questions qui ne sont jamais formulées. On n'a pas le droit à l'erreur. Il répond: t'avais qu'à écouter ou t'avais qu'à apprendre ta leçon. Mais d'un autre côté, la question trop intelligente fait bouffon et l'élève peut se trouver méprisé par la classe. Entre ces deux risques, mieux vaut choisir le silence. Tout est résumé dans ce bref dialogue entre un professeur de physique et les élèves de Joffre
Si l'élève pose des questions, c'est qu'il sait très bien qu'il n'a pas compris, c'est qu'il n'a pas étudié. Alors il se dit, si je pose la question, il va s'apercevoir que je n'ai pas étudié, c'est de la paresse. Dit le professeur. Oui, mais si on n'a pas compris, on ne sait pas toujours ce qu'on n'a pas compris. Et si on n'a pas compris, on ne peut pas poser des questions très claires, répond l'élève. Le sentiment de mépris procède ici d'une absence de réciprocité parce que les règles de la communication ne sont pas claires et s'apparentent du point de vue des élèves à une injonction paradoxale. Ils se foutent de nous, il y a le mépris de l'erreur, on n'a jamais le droit de se rattraper. إذن هذا الشابيتر كيهضر على لو ميبري سافو الاحتقار والازدراء اللي كيعانيو منه التلاميذ يعني في الثانويات خاصة بعد الشعب. L'absence de réciprocité concerne aussi les règles de vie commune. Bien des fois, les élèves ont souligné que les retards des enseignants étaient un droit acquis, alors que ceux des élèves étaient sanctionnés. En latin, la prof a systématiquement 20 minutes de retard, elle flâne dans les couloirs, et quand on fait mine de partir, elle nous guette. Souvent, les élèves ont l'impression que le lycée n'est pas organisé pour eux et que les enseignants jouissent de petits privilèges. Ils ont une salle de réunion, ils ne font pas la queue à la cantine et surtout ils sont toujours protégés parce qu'ils font bloc. Lorsque les élèves de Joffre apprennent par un professeur que les enseignants touchent une prime pour assister au conseil de classe, ils sont scandalisés. Ça fait partie de leur travail. On n'est pas prof que pour faire des cours, que pour être en classe et faire des cours. C'est un métier global. Ils devraient être payés pour le global. Parfois, les lycéens pensent que les emplois du temps sont aménagés pour les enseignants, pas pour les élèves, que les copies non rendues par les élèves sont sanctionnées, alors que les enseignants s'accordent des délais interminables pour corriger les contrôles. Ici, le mépris procède de l'absence de réciprocité des droits. Évidemment, il arrive que les élèves se vengent et reportent le mépris contre les enseignants. Il y a une espèce de rapport d'autorité, à la fois on obéit à l'autorité, en même temps on a la méprise, c'est-à-dire on se plie à toutes les règles pour finalement avoir un mépris caché. Le mépris se retourne aisément. J'obéis, mais je les émerde. La manifestation ostentatoire de l'indifférence et du repli semble être l'attitude la plus banale. Le prof, on lui obéit, mais dans son dos, on ne posera pas de questions et dans son cours, on fera autre chose. La prof nous dit, vous avez atteint un niveau d'intelligence absolument stupéfiant. Alors, on ne va pas essayer d'être intelligent pour lui faire plaisir. Elle nous méprise, alors on la méprise à notre tour. C'est un cercle vicieux. Parfois, les lycéens font courir des rumeurs et forgent ainsi des réputations infamantes. C'est la haine. Il y a des profs qu'on qualifie d'ordures. Il y a certains élèves qui disent si on croise notre prof dans la rue, on le flingue. Dit un élève de Michelet. De toute façon, le climat de mépris est si fort que les lycéens pensent que si toutes les stratégies de résistance et de vengeance ne sont pas légitimes, elles peuvent pour le moins être comprises. Le mépris comme indifférence interdit l'identification au professeur et la mise en mouvement d'un sujet élève. Les profs disent qu'ils viennent au lycée pour gagner de l'argent. Ils appartiennent à des faisceaux horaires et sortis de là. Le personnage visé est le professeur qui entre, fait son cours, bien ou mal, et s'en va. Et fait son cours en regardant par la fenêtre. Il ne connaît pas nos noms. C'est comme si on n'était pas là. Il y a des profs, ils détiennent le savoir et ils nous déversent le savoir. Ça arrête là.
On est là pour apprendre. Ils nous disent ce qu'ils savent et c'est tout. Ils finissent leur cours et partent à la sonnerie. C'est tout. Les lycéens des Pins racontent l'histoire d'un professeur qu'ils ignoraient tant qu'il les désignait encore à Noël par la couleur de leurs vêtements. Toi le bleu, toi le rouge. Alors un jour, on est tous venus habillés en bleu. Le mépris est perçu comme le refus de s'engager dans une relation interpersonnelle. Ils méprisent pas les élèves, c'est plutôt je m'en fous, c'est comme s'ils avaient un masque. On a souvent l'impression que le prof, quand il entre dans la classe, il a un masque. Je ne sais pas si c'est pour garder sa vie privée ou pour garder sa personne. Moi, ça me paraît souvent égoïste. Bon, il va pas s'étaler, d'accord, mais quand même. Un élève raconte l'histoire d'un enseignant auquel la classe voulait offrir un cadeau et qui a refusé. Il faudrait une relation entre personnes humaines. Les élèves de ce conte, habitués à plus de proximité et de pédagogie, sont souvent désarçonnés et par cette froideur et cet anonymat. Deux tiers d'entre eux se plaignent de n'avoir jamais parlé à un enseignant en dehors du cours et perçoivent cette distance comme une difficulté. Au collège, ils étaient plus proches, ils nous faisaient un peu de philosophie de la vie, c'était intéressant. C'est le prix de la liberté payée par les nouveaux venus et le choc de l'entrée dans un système plus froid et plus objectif que ne l'était le collège. Ils nous prennent pour des machines à écrire, les appréciations des bulletins paraissent objectives et indifférentes, ils nous enfoncent, il n'y a jamais un petit mot. Parfois, les élèves ont l'impression de ne pas exister. En seconde, les professeurs de maths et de physique montraient visiblement qu'ils ne travaillaient qu'avec 3 ou 4 personnes dans la classe, ceux qu'ils estimaient pouvoir passer en S. Tous les autres n'existaient pas. Ils ne voyaient pas. C'est comme ça, c'est vrai, cette espèce de racisme naturel. On ne nous aime pas, on n'aime pas. C'est en général, on travaillait pour les futurs S. Quand on levait la main, excusez-moi, monsieur, je ne comprends pas. Le professeur continuait tranquillement son cours en dépit de nos interventions. Les nouveaux lycéens, ceux dont nous avons vu qu'ils attachent une grande importance aux relations avec les enseignants, sont particulièrement sensibles à cette indifférence. Le prof de gestion, interrompu au milieu d'une phrase par l'arrivée d'un pion, quand le pion est parti, il a repris son cours exactement sur le mot où il s'était arrêté. J'aimerais bien sentir un être humain derrière le prof. Le prof, il fait son cours, nous on écoute, il n'y a pas de rapport, mais le mépris par l'indifférence se manifeste aussi chez les bons élèves des bonnes filières. Souvent, on n'a pas l'impression d'être des personnes, mais des objets. On est quelque chose, on prend, on jette, dit Hélène, qui vient d'entrer en classe préparatoire. L'indifférence ne concerne pas nécessairement les élèves faibles. Elle est perçue pour une attitude routinière par laquelle le professeur laisse entendre qu'il ne se soucie pas des personnes, qu'il fait bien son travail et qu'il n'est pas intéressé. Il fait bien son boulot, mais c'est comme si on n'existait pas. Il regarde le mur du fond. Il y en a qui ne nous regardent même pas. Il fait son cours au lampadaire au mur du fond avec un pied sur la table en regardant par la fenêtre. Dernier arrivé, premier parti, disent les élèves du groupe de Michelet. Cette attitude est particulièrement blessante parce que ça fait peut-être 20 ans que le prof voit les élèves, mais les élèves, c'est la première fois qu'ils le voient. C'est le prof, on n'a rien à foutre par l'élève. À Joffre, on a des profs, à la fin du deuxième trimestre, ils ne connaissent pas encore nos noms,
Ils s'en foutent, ils donnent l'impression d'en avoir rien à faire. Évidemment, les élèves adoptent une attitude parallèle à celle des enseignants. Je coupe le contact, je fais des progrès en dessin, ils sont cons et c'est même pas la peine de leur dire, ils comprendraient pas, dit un élève de première S à Flaubert. L'indifférence des professeurs n'est pas seulement émotionnelle, elle est aussi décrite comme une attitude intellectuelle, un ritualisme scolaire par lequel le professeur ne crée aucune stimulation culturelle, ne dégage aucune passion pour ce qu'il enseigne, incarne le vide du modèle culturel scolaire. La vocation des profs, elle est quasiment nulle parce que les profs que j'ai, ils sont pas là par vocation. Peut-être qu'au début qu'ils étaient profs, ils avaient la vocation, maintenant c'est fini. Dit une fille de Villeneuve. En pensant que les lycéens ne peuvent s'intéresser à rien, qu'ils n'ont aucune motivation intellectuelle, en se bornant au seul programme, les professeurs méprisent les élèves. Ainsi, rien n'est plus désagréable que les enseignants qui sous-estiment leurs élèves et qui ont en fait renoncé à les intéresser. Les lycéens aiment les bons profs passionnés et cultivés parce qu'ils les valorisent en supposant que ces élèves peuvent faire des progrès intellectuels, peuvent s'intéresser gratuitement à la connaissance parce qu'ils les pensent capables de passion. L'authenticité. Entre la sélection et l'autonomie personnelle, entre le mépris et la vie amicale, se constitue un modèle éducatif dans lequel la culture scolaire est médiatisée par l'espace public des élèves visant la réalisation d'une authenticité. Dans la mesure où la situation scolaire est définie par les acteurs comme une série de dualismes, les lycéens s'attachent à un principe d'unité subjective qui ne leur est pas accordée par l'adhésion à un rôle. C'est en cela que l'authenticité fait pendant aux stratégies et aux calculs et qu'elle apparaît comme le versant éducatif de l'expérience scolaire. Les relations avec les enseignants sont définies comme autant de rencontres personnelles. Si le thème du mépris peut être conçu comme la manière dont les élèves perçoivent le refus de cette rencontre, il reste que tous les groupes de lycéens parlent des bons profs, accueillants, compétents et respectueux. Sans doute la définition de cet enseignant varie-t-elle sensiblement selon les divers publics scolaires, mais ce personnage existe toujours aux yeux des élèves. Toutefois, le portrait du prof qui s'intéresse aux élèves est malheureusement plus sommaire que celui du mauvais enseignant. La manière la plus sage de le concevoir est d'en faire l'inverse du prof méprisant. Il doit associer les vertus de justice, de chaleur, de compétence. Il doit, disent les élèves, comprendre que son métier, c'est de faire apprendre. La rareté des discours à ce propos ne signifie pas que le bon prof est rare, mais simplement qu'il va de soi, autant les élèves sont prolixes pour décrire le mépris, autant le portrait du bon prof reste évasif, il associe les vertus cardinales de l'enseignant, l'efficacité, la capacité de susciter l'intérêt et celle de s'intéresser aux élèves. Cependant, même dans les cas où l'enseignant est défini comme extraordinaire, Cependant, même dans le cas où l'enseignant est défini comme extraordinaire, la grande masse des élèves manifeste un refus d'adhésion. Les lycéens veulent se protéger de l'influence directe des enseignants. Un professeur nous parlait de la terre brûlée idéologique et du repli des élèves face aux grands débats qui peuvent participer des enseignants de l'histoire, du français, des sciences économiques et sociales ou de la philosophie. De façon symétrique, les groupes tracent un portrait au vitriol du professeur engagé et propagandiste, idées fixes, injustes, mépris, bêtises, il ne discute pas, il est obsédé,
il a toujours raison, c'est des fausses discussions, il gagne toujours. Comme le note Antoine Prost, face à cette volonté de convaincre, les élèves réagissent comme si leur identité était menacée. Lorsque le professeur est adroit et sympathique, la méfiance subsiste. Quand elle parle de son sujet, il y a grand silence dans la classe. On pourrait presque dire c'est la vérité ce qu'elle dit, on finirait par la croire. Heureusement que les copains sont là. Superbe formule car il apparaît que le professeur, pour remarquable qu'il soit, ne doit pas être en mesure de susciter une adhésion totale. Mais explique Priscilla, ce bon professeur, ce bon professeur joue un rôle éducatif, justement parce qu'il oblige à se déprendre du charme. Il y a une certaine, il y a une certaine satisfaction à se dire je me détache un peu des opinions reçues. Ça fait 17 ans que je suis là, 17 ans que je pense la même chose. Il y a une certaine satisfaction à se dire qu'on forge sa propre personnalité, qu'on peut discuter. Ainsi, les élèves se placent un peu à côté d'une adhésion possible. Au point de vue de la maturité, le savoir, ça ne nous apporte pas vraiment quelque chose, il faut s'écarter. Parfois, les lycéens décrivent ce petit pas d'écart et admettent que c'est frustrant pour un prof de voir des gens qui ont déjà leurs idées. C'est vraiment déconcertant, mais le prof qui permet ça, il a vachement bien réussi. Les lycéens évoquent ainsi le jeu qui vise à construire cette distance en piégeant le prof par des questions déconcertantes et vicieuses, en recueillant une information préalable ou en affectant le désintérêt. Le refus de l'adhésion est parfois vivement ressenti par les enseignants. Il faut vraiment faire un effort pour imposer certaines formes de débat ou de discussion, dit un professeur de philosophie. C'est vrai, répondent les élèves, il n'y a pas de discussion, on ne réagit pas assez. Il n'y a que le prof qui a réagi. Cette attitude est parfois pénible et blessante quand les enseignants font un grand effort pour motiver leurs élèves. Dans dans un des lycées où nous avons travaillé, une équipe pédagogique avait dégagé 4 heures mensuelles afin de permettre une discussion ouverte entre les élèves d'une classe et les enseignants. Mais, conclut le professeur qui rapporte cette expérience dans une revue, ils ne perçoivent pas les efforts des professeurs. Tout va bien, disent les élèves, les profs sont bons, les relations avec eux sont satisfaisantes. Les profs sont croyés pas leurs oreilles, évidemment. Le seul homme de l'équipe exprime notre étonnement en soulignant à quel point chaque heure de cours était pour nous une épreuve de force. Réponse des élèves, bien sûr les professeurs crient de temps en temps, c'est normal, ils n'ont pas voulu entendre parler de nos difficultés de travail avec eux. L'attitude de non-adhésion déborde l'enseignement et se manifeste aussi à l'égard des engagements politiques. Contrairement à quelques clichés, les élèves avec lesquels nous avons travaillé ne sont pas politiquement indifférents. Ils apparaissent comme des acteurs bien informés, disposant des moyens de s'engager, mais ils refusent de l'engagement et rejettent avec force le militantisme des extrêmes qui brise la sociabilité juvénile et pose le masque de la langue de bois sur les relations interpersonnelles. On est contre les extrémistes qui crient sur les toits. Ils désignent presque toujours les sympathisants du Parti communiste et du Front national. Nous sommes en 1990. Il se crée un climat soft dans lequel les identifications politiques ne doivent pas altérer les relations interpersonnelles. Conformément aux observations d'Annick Percheron, les élèves s'offrent
moratoire politique avec le droit de ne pas avoir d'opinion et de changer d'avis. Les petits groupes d'affinités ne veulent pas être menacés par un engagement si net qu'il briserait une recherche d'authenticité. Les lycéens se présentent comme des spectateurs et des voyeurs, et nous verrons que cette posture n'est pas contradictoire avec les mobilisations qui explosent régulièrement dans le monde lycéen. Les lycéens ne sont pas indifférents au rôle éducatif de la culture scolaire et à l'effort des enseignants pour les intéresser et les motiver. Mais le système dans lequel ils se trouvent est si fortement clivé que cette dimension de l'expérience scolaire, celle qui échappe à la stratégie des utilités, est médiatisée par la communauté juvénile qui fonctionne comme un espace public incorporant et retraitant cette culture afin de lui donner un sens subjectif autonome. Dans les groupes, l'adhésion est vécue comme un avilissement, comme une pauvreté psychologique et dans la plupart des cas, le bonheur du lycée réside dans un art de la conversation entre amis. C'est là à distance, des parents et des enseignants que se forme le véritable caractère. La vie commence là. J'ai vraiment l'impression qu'elle commence là et pas après, dit un garçon à Joffre. La glande, se balader, discuter, constitue le véritable privilège vécu par les lycéens dans ce monde. À côté, qui n'est pas un monde contre celui des parents et des professeurs, mais un monde qui en reprend les problèmes et permet de se les approprier. On est au plus loin de l'idée de conflit des générations. Les débats et les discussions que les élèves ne veulent pas accorder aux enseignants qui les sollicitent se développent là, dans des rapports dépourvus des calculs et des stratégies qui commandent l'expérience scolaire proprement dite. Aussi n'est-il pas étonnant que la popularité des établissements et l'attachement des élèves au lycée tiennent à tous les trous offerts par l'organisation et que les enseignants aient souvent le sentiment d'être aux marges d'un monde qui leur est jamais fermé. L'opinion objective, c'est nous qui la faisons, dit Gaël. D'ailleurs, quand l'enseignement est objectif, histoire géo, tu es obligé de dire oui, alors tu te méfies, mais ça pose des questions, alors on en parle. On en parle. Et du point de vue de la maturité, ça nous apporte forcément quelque chose. Il est vrai que dans les discussions, disent les élèves, interviennent d'autres sources d'informations que le cours, la télé, la presse. Et si le professeur a le monopole de la sélection, il n'a plus celui du savoir intelligent. Avec les parents et les profs, on est en infériorité, alors que là, on est avec l'adversaire qui a son niveau, qui a le même cours que nous. Ça peut devenir des débats d'idées. Gaël ajoute les intellectuels au lycée, dont le fond, c'est les élèves. Du point de vue des élèves, le bon lycée est donc celui qui autorise cette distance. Il n'y a pas de style, on est tous hyper différents. Les lycéens manifestent alors une véritable tendresse à l'égard d'établissements souvent tristes et dégradés, mais qui offrent ces niches, ce quant à soi perçu comme l'espace de l'éducation alimentée par les cours, mais extérieur à eux. Comme le dit un élève à Michelet, il faut que le lycée soit un support, pas une direction. Cette expérience-là, proprement subjective et personnelle, se heurte à toute la dimension instrumentale et stratégique des études, celle qui conduit à ne travailler que pour les notes et la sélection. Aussi ne va-t-elle pas sans critique de l'utilitarisme, Cécile s'exprime de manière un peu dramatique. Moi, je fatigue, je sèche en ce moment,
parce que ça me fait chier. Il faut se pointer tous les matins à 8 heures, midi, 2 heures, 5 heures, prendre ses cours, aller chez papa, maman, le samedi soir, aller au cinéma, quelque chose comme ça. On a envie de gueuler, ça sert à rien, les autres bougent pas et on te sacra. Ça fait 3 ans que je suis ici, j'en ai ma claque, je ne suis pas du bétail, j'en ai marre. Il y a la peur de l'avenir. On est tous angoissés, beaucoup plus à la limite, on ne vit pas pipère, c'est pas vrai, dit Hélène. Et puis la stratégie est égoïste. C'est pas l'administration qui nous pose des problèmes, c'est nous, entre nous, ajoute Olivier. Les objectifs et les projets sont si lointains, explique Richard. Quand se sent mal, quand on voit ce qu'on fait là, tu peux être balèze en maths, très clair en physique. Pour ta vie, ça te sert à rien. On manque d'air, on n'est pas toujours motivé pour jouer ce jeu, ajoute Cécile. Il arrive même qu'un élève passionné par la littérature, comme Lionel, refuse de mêler ce goût à l'enseignement du français et les enseignants ignorent tout de ses lectures et de la revue qu'il anime. Il ne faut pas confondre le plaisir et l'intérêt. Stéphane ou L.P. Brassens a lu Freud, tout indique qu'il l'a fait, parce qu'un professeur en a un jour parlé, mais il ne l'a jamais dit à l'enseignant, de même qu'il est un lecteur passionné d'Asimov. L'enseignant ignore tout de cette sphère intime qu'il contribue cependant à former. Il se crée alors un sentiment d'extériorité, une sorte de masque, comme celui que l'on reproche aux enseignants de porter. Quand on me dit que c'est moi, je ne le crois pas, sauf pour ma carrière. On est obligé de ressentir ça pour Baudelaire, on est obligé de dire certaines choses, mais pas des choses qu'on ressent. On est une foule d'individus qui perdent leur personnalité. Il faut choisir entre le travail intéressant et l'exercice qui permet d'avoir un diplôme, c'est anti-intellectuel, explique Thomas. C'est justement parce qu'il s'intéresse que ces élèves en ont assez de jouer. Je veux travailler pour moi, pas pour l'école. J'aimerais me connaître pour savoir ce que je veux faire. Ce sentiment de vacuité n'est pas le privilège des bons élèves, des bons lycées, car si la compétition est moins vive ailleurs, l'angoisse de l'avenir est plus aiguë, ça paie plus, on est fatigué. Dans la mesure où l'activité instrumentale et stratégique n'engage pas totalement l'acteur ou la vie juvénile, offre un espace plus expressif, dans la mesure aussi où l'expérience lycéenne se présente comme une série de dualités, l'enjeu éducatif défini par les élèves est la recherche, illusoire sans doute, d'une authenticité. Les lycéens sont proches de Jean-Jacques Rousseau, que met en lumière Jean Starobinski. Ce sont des individus soucieux de lever les masques et les apparences afin de dire, comme Jean-Jacques, je devins tel que je parus. Il faut être honnête par rapport à soi. Refuser les adhésions. Refuser les adhésions, les identifications à des rôles qui apparaissent comme autant de masques. La véritable vertu consiste à être soi-même, et si les idéologies perçues comme telles sont si fortement rejetées, c'est parce qu'elles sont inauthentiques. Quand il rencontre les enseignants,
ou d'autres interlocuteurs, les élèves cherchent toujours la personne derrière son rôle. Au lieu d'enfermer l'invité dans son statut et de percevoir ce qu'il dit comme une ruse et un jeu, ils cherchent à le dépouiller de son statut, à le faire parler comme une personne humaine. Cela conduit parfois à une certaine naïveté quand les déclarations d'intention ont plus d'importance que les pratiques. Tout se passe comme si chacun menait une double vie, ne pouvant se souder que dans l'authenticité subjective, c'est-à-dire l'émotion. Toute ma vie, c'est des liens affectifs, des amitiés comme ça. On n'en trouvera jamais d'aussi franches, d'aussi dénuées d'intérêt. De savoir que je vais perdre tout ça après le lycée. Aussi, les goûts musicaux, les looks et les émotions paraissent-ils établir des liens plus sûrs, plus sincères que ceux des intérêts et des carrières scolaires. Ces dispositions engendrent un humour mettant à distance la tendance à croire que l'on est ce que l'on paraît et que les autres sont ce qu'ils présentent. Il importe de maintenir l'idée ou la fiction d'une intériorité contre les apparences. L'autodérision est des plus courantes des sections STG qui se qualifient de poubelles aux élèves de S qui se disent bêtes. Si l'on veut être authentique, il importe d'abord de n'être pas sérieux, de ne pas adhérer à un rôle, de se démarquer. Dès lors, tout le discours des élèves peut s'interpréter en termes d'obstacles à cette authenticité, le mépris, les masques, l'hypocrisie, le snobisme, etc. Le look est à la fois le paraître, une manière de se masquer, et l'exhibition d'une authenticité. Les élèves développent toute une expertise de la sincérité, de l'adéquation de la personne et de son image. Le look réussi apparaît comme le véritable courage de s'exposer soi-même, de choisir un masque qui n'en soit plus un. Anna Arendt écrivait que l'héroïsme de l'homme moderne consiste à quitter son abri privé, à faire valoir ce que l'on est, à se dévoiler, à s'exposer. Ce look n'est pas du narcissisme, il montre que l'individu résiste, dirait Jürgen Habermas, à la colonisation du monde vécu. L'élève devient une sorte de prophète exemplaire individuel. Seul le rêve d'une authenticité peut réconcilier l'expérience les siennes. C'est en cela que l'école fabrique des individus sous le double visage du stratège d'un marché scolaire et d'une subjectivité non adéquate au rôle défini par ce marché. Le malheur. Il arrive que l'expérience, les siennes, engendre une souffrance spécifique, une lassitude, une fatigue, la mise en suspension imposée par l'école lorsque les projets sont faibles et l'utilité des études mal perçue donne le sentiment de perdre son temps et le désir de rompre. Des fois, j'ai pas envie de sauter les barrières, je me dis saute pas et puis après terminer. À vous, Richard. Quand les conditions de vie sont difficiles, notamment dans les lycées des banlieues, recevant des nouveaux lycéens, bien des élèves, on entassé. Il y a des jours où on se demande ce qu'on fait là. Il y a des jours où on voudrait tout foutre en l'air. On en aura, on, on en a ras-le-bol. Franchement, on peut plus. Ça passe, ça dure un jour, 2 jours, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on a envie de tout balancer. On en a franchement assez de cette routine d'avoir des journées impossibles de faire 9 heures d'affilée. Ces difficultés et ce temps dévoré par l'école ne sont pas réellement entendus par les enseignants, les profs
ils nous disent, ah mes petits, il ne faut pas faire que l'école, il faut avoir des activités. Et puis, 2 secondes après, ils nous donnent des tonnes d'exercices. D'un côté, ils nous disent, ayez des loisirs, et puis de l'autre, ils font tout pour qu'on n'en ait pas. Les élèves décrivent le stress provoqué par la pression. On sait, on n'aime pas en parler. Il y a le stress quand même 8 heures par jour dans les cours à être confronté aux notes. On a beau faire, ça prend la tête. Le premier, le premier mois, je chialais tous les jours. L'an dernier, il y a des jeunes qui allaient pas bien. Il y a eu des tentatives de suicide, dit Laurence, au lycée des Pins. La pression des parents n'est pas rien. Ils se prennent la tête avec ça, l'école, 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 et rien d'autre. Moi, je sais pas, j'ai envie de souffler quand même. Il n'y a pas que l'école dans la vie, explique Karine à Villeneuve. À Flaubert, la plainte est la même. On n'est pas des machines à apprendre. Je fais de la musique, mais ça m'ennuie énormément. Je fais du scoutisme et du tennis, mais j'évite déchanter. C'était pour mes parents, dit un garçon de Flaubert. Le lycée est aussi un endroit inauthentique car il faut y jouer un rôle pour réussir. Au lycée, les gens portent une carapace, on fait croire qu'on connaît, qu'on sait tout, on évite que les autres nous connaissent. Aussi, les élèves ne parlent-ils guère de leurs échecs, ils préfèrent évoquer ceux des autres ou détour d'une phrase suggérer leur malheur. L'échec conduit au silence car il invalide le sujet à ses propres yeux. Les lycéens décrivent des impressions d'engloutissement et de noyade silencieuse, comme s'ils ne pouvaient plus rien contrôler et plus rien dire. Ainsi, l'école fonctionne comme un processus de renforcement. Les meilleurs élèves reçoivent plus d'aide que les autres, contraints au silence. Depuis la quatrième, c'est une courbe descendante. Je suis instigé, je peux plus remonter, je travaille pas, je suis plus motivé, dit Pascal. Une élève du lycée du parc se laisse aller à décrire sa panique. Cette année, ça va pas du tout. Je bosse, et puis ça va pas. Les profs peuvent pas comprendre et m'aider. Les trous s'ajoutent aux trous. Cette année, c'est la panique. Il faudrait peut-être m'aider individuellement, je sais pas. Je me dis que je suis con, exactement. Quand on travaille et qu'au moment de l'interrogation, on a une mauvaise note, c'est décourageant. Une fois, 2 fois, ça va. Puis après, c'est décourageant quand on voit que les efforts fournis sont inutiles. L'échec explique Fabienne en première STG progresse comme une maladie. Ça se manifeste pas d'un seul coup. C'est progressif et puis on finit par se dégoûter du travail. Moi, je finissais par me dégoûter de tout en général. J'avais plus envie de travailler. C'est comme une noyade complètement. J'avais des profs qui ont été très sympathiques avec moi à ce moment-là. Ils ont été gentils, très compréhensifs, mais à ce moment-là, j'avais pas de contexte positif. Évidemment, cette lycéenne vit dans une anxiété permanente, comme Jérôme. Plus je vois mes notes qui arrivent, plus vraiment je me dis qu'est-ce que tu fais là? T'es vraiment paumé. C'est la crise du nerf à chaque caisse. La description de cet engloutissement est toujours la même. Lucille, un Michelet, raconte l'évolution. Je connais des gens qui travaillent tout le temps pour avoir des résultats médiocres. C'est des gens qui perdent espoir au bout d'un moment. C'est des gens perdus vraiment. Au premier trimestre, ils en parlent à la limite. C'est le premier stade où ils disent j'ai plus qu'à me faire clochard. Au deuxième trimestre, ils ne le disent pas, ils disent plus rien.
on les voit qui commencent à lâcher le lest, à lâcher du lest. Quelques élèves donnent des signes plus tangibles encore de cette destruction. On a mal au ventre, on est excité, on n'arrête pas de blablater. Mais on n'en parle pas. On n'ira jamais dire qu'on a eu 4 en français, ça dévalorise, c'est ça qui démolit. Cette tristesse est souvent plus sensible en LP avec un sentiment d'humiliation personnelle exprimé de manière presque banale. Je suis con, je ferai jamais rien. L'avantage, si l'on peut dire, des élèves des LP est de se sentir moins seul et de pouvoir se réfugier dans l'indiscipline juvénile afin de transformer, sans trop y croire d'ailleurs, ce sentiment d'échec en choix. Évidemment, cette souffrance n'est pas sans rapport avec les attitudes et les ambitions des familles qui écrasent les élèves décevants. Le professeur de Flaubert parle de loi du silence et de pièges tragiques. Les élèves sont reniés par des parents qui parfois perdent leur contrôle, les injurient et les frappent. Pour les élèves socialement voués au succès, l'échec ferme toute vision de l'avenir, d'autant plus que les familles s'acharnent. Quelques lycéens nous ont décrit la longue suite des cours particuliers, des séances de répétiteurs, des vacances studieuses et intelligentes, et dit l'une d'elles de chantage à l'affection. L'infirmerie reçoit les blessés avec leurs maux de tête, leurs troubles alimentaires, leurs insomnies, et il semble en particulier que la consommation de médicaments de soutien soit devenue assez courante. Les familles ne sont pas moins angoissées que les enfants et leur demandent d'assumer des attentes trop lourdes. Mes sœurs, c'est des bêtes géniales. Elles avaient des 7 partout. Je vais repiquer. Je suis le nul, le déshonneur de la famille, dit Olivier. J'ai fait ES pour mes parents. C'est la sélection par le bas, c'est le déshonneur, c'est la défaite. Mon Dieu, elle n'a pas un bac S, qu'est-ce qu'elle va devenir? Il est clair que des crises familiales comme des divorces en cours s'ajoutent à ces tensions et à ces noyades. Les élèves peuvent être désespérés. Les enfants de couples séparés, nombreux dans les groupes de recherche, en parlent de manière très variable, mais tous s'accordent à dire qu'ils ont éprouvé un sentiment de rupture de contrat à leur encontre et que les épisodes de crise ont été douloureux. Pourtant, ils n'attribuent guère leurs échecs et leurs difficultés scolaires à ces crises familiales, mais elles auraient, semble-t-il, un effet de renforcement. Les jugements des conseillers d'éducation, des infirmières et des enseignants sont bien différents. Peut-être entendent-ils des discours plus intimes que ceux que nous avons recueillis. Peut-être aussi sont-ils tentés de sous-estimer les souffrances engendrées par l'école elle-même afin d'en attribuer la responsabilité aux familles. Ils transforment ainsi des problèmes sociaux et scolaires en difficultés familiales et psychologiques. Que fabrique l'école? En termes d'éducation, de socialisation et de sujets sociaux, l'école fabrique des individus. Plus exactement, l'école produit deux types d'individuation complémentaires et liées par une tension. D'une part parce qu'elle est un espace stratégique de sélection continue et de calcul, l'école est définie par les lycéens comme un marché dans lequel il importe de mesurer les investissements et les bénéfices. De ce point de vue, l'école fabrique des stratèges, des individus déterminés par leurs ressources et leur capacité de gestion instrumentale. C'est pour cette raison que les élèves parlent massivement en termes d'adaptation et que le lycée n'est pas décrit comme une institution organisée autour de valeurs centrales et de distribution fonctionnelle ou traditionnelle de rôle.
D'autre part, le lycée ouvre un espace à la vie juvénile et expressive qui réinterprète les connaissances et la culture scolaire dans une sorte d'espace public lycéen, décalé et largement fermé à l'influence directe des professeurs. L'individualisme subjectif poursuit le dessein d'une authenticité, de la réalisation et de la découverte d'une pure singularité. En se plaçant de ce point de vue, les lycéens critiquent les masques, l'hypocrisie et le mépris qui leur interdisent d'atteindre une image réconciliée d'eux-mêmes. Cette sensibilité renvoie aussi à l'idée d'un affaiblissement de l'image institutionnelle de l'école, car la personne et le personnage, l'être et le paraître, l'identité profonde et la stratégie ne se réconcilient jamais réellement. Les deux définitions de l'individu mises en œuvre par les lycéens participent de la constitution d'un double espace libéral contradictoire présent dans l'école comme dans le modèle des relations familiales. Dans un cas, il s'agit du libéralisme du marché et de la compétition, de la performance, de l'ascétisme et d'un contrôle par l'efficacité. D'un autre côté, il s'agit du libéralisme culturel et subjectif pour lequel la réalisation de soi et la construction d'une autonomie définissent les seules expériences méritant réellement d'être vécues. Mais le couple formé par l'instrumentalisme et l'expressivité ne renvoie pas à l'harmonie sous-jacente des théories fonctionnalistes. Il est perçu comme une contradiction et un drame pour ceux des élèves qui ne parviennent pas à gagner sur les deux tableaux qui ont l'impression de se détruire dans leurs efforts d'adaptation ou qui ne parviennent pas à devenir des stratèges efficaces. Il n'est pas facile d'être à la fois performant, bien dans sa peau et sincère. Tous ces couples d'opposition pourraient être interprétés en termes d'épreuves adolescentes. Les adolescents seraient à la fois soumis à une exigence d'efficacité, l'achèvement, et emportés par une crise d'identité les rendant particulièrement sensibles au jeu des masques, de l'être et du paraître. Sans doute, cette interprétation n'est-elle pas fausse. Mais la réduction du lycée aux seules rencontres d'une adolescence et d'un marché scolaire, des représentations et des logiques homologues et symétriques à celles des élèves. Bien qu'il se place d'un autre point de vue, ce système n'est pas la pathologie de l'école, c'est la manière dont elle socialise les nouvelles générations entre le marché et l'individu. وهنا أصل إلى نهاية هذه الحلقة إن شاء الله في الحلقة القادمة deuxième partie الجزء الثاني les mutations de l'école. السلام عليكم.